Elle fut l'une de nos premières yéyés, une jeune fille de 17 ans devenue une star planétaire. En France, aux États-Unis, en Amérique du Nord ou au Japon, sa chevelure blonde et sa voix grave ont marqué des générations d'admirateurs. Venue d'un pays étouffé par le communisme, cette petite famille bulgare a profondément bouleversé le paysage de la chanson française. Aujourd'hui, la plus belle pour aller danser s'apprête à tirer sa révérence après 60 ans de carrière. Vous l'aurez compris, revenons aujourd'hui sur la vie et la carrière de Sylvie Vartan avec Frédéric Quinonero, l'auteur de Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie. Bonjour Frédéric. Bonjour Gilles. Comment allez-vous ? Ça va bien, merci, et vous ? Très bien, je suis ravi de vous retrouver sur le plateau de Mélodie Radio pour parler de cet immense artiste, de Sylvie Vartan, auquel vous consacrez un livre, Les chemins de sa vie. C'est une artiste que vous avez toujours aimée, Sylvie Vartan ? Oui, depuis l'enfance. J'ai d'abord aimé Johnny. Ouais. Et puis, évidemment, à l'époque, Sylvie était mariée à Johnny Hallyday, donc ça s'est fait naturellement. Donc, j'ai suivi également sa carrière, et puis, mais pas seulement pour ça. J'aimais beaucoup Sylvie également. J'allais la voir sur scène, et c'était quelqu'un que j'ai. Elle fait partie de mon panthéon d'idoles, oui. Panthéon d'idoles de la chanson française, et d'ailleurs. Je vous le disais juste avant, quel est votre plaisir démodé de la chanson française ? Un titre que vous aimez, mais que vous pensez quand même un peu démodé. De Sylvie Vartan ou de n'importe qui ? Qui vous voulez. Je sais pas, il m'arrive d'écouter Stone et Chardin. Ah, Stone qu'on a reçu il y a quelques mois d'ailleurs sur le plateau de Mélodie. Oui, mais c'est Stone que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est une fille absolument adorable, qui m'arrive de rencontrer comme ça au hasard des salons de livres. Mais quand j'étais enfant, c'est vrai que j'étais assez amoureux de Stone. Alors laquelle ? Le prix des allumettes, l'Aventura, Made in Normandie ? Oh, ma préférée, c'est Made in Normandie, oui. Un grand classique de 73. Ouais. Oui. Bon, en tout cas, revenons à Sylvie Vartan, pour qui vous consacrez une biographie aux éditions Mareuil. Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie. Voilà, elle a eu une carrière incroyable, 60 ans de tubes et de chansons inoubliables. Et dire que tout a commencé dans un petit village de Bulgarie. Alors, vous me dites si je le prononce bien, Iskrets. Iskrets, oui, c'était la clinique se trouvait là. En fait, les parents de Sylvie Vartan avaient fui Sofia. Enfin, le père de Sylvie travaillait à Sofia, mais il avait mis sa famille à l'abri, dans un petit village des Balkans. Parce que à l'époque, c'est un petit peu compliqué l'histoire de la Bulgarie, mais avant d'être sous le joug communiste. Ouais. La Bulgarie était alliée à l'Allemagne nazie, donc voilà. Donc c'était une époque assez difficile, et quand Sylvie est née, elle est née donc dans cette clinique qui était la clinique des ouvriers à Iskrets, voilà, en 1944. Et cette petite Sylvie, elle va 10 ans plus tard tout quitter pour se retrouver en France. Mais pourquoi la famille Vartan a-t-elle décidé de partir de la Bulgarie ? Parce que la Bulgarie s'est retrouvée ensuite sous le joug communiste, donc c'était devenu petit à petit invivable, insupportable, parce que les gens, il y avait de la délation, il y avait des gens disparaissaient il fallait admirer Staline, il fallait mettre le portrait de Staline sur les balcons, et si on n'était pas dans cette mouvance, on pouvait risquer le goulag, d'être arrêté, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc elle arrive à Paris en 1954, ça doit être un bouleversement pour les Vartan. Oui, c'était un bouleversement. Le père de Sylvie était né en France par un concours de circonstances. Ses parents, à l'époque, étaient partis se marier en France parce que leurs parents refusaient ce mariage, etc. Enfin bref. Georges et Ilona Vartan. C'est ça. Non, c'était le père de Georges. Ah, le père de Georges, d'accord. Ok.
Voilà, donc le père de Georges et sa mère étaient partis se marier en France et donc la mère de Georges a accouché de lui donc à Champignol Mhm. en Moselle. Donc le père était français. Donc ça, ce qui a facilité en fait la demande de visa et le départ de Bulgarie pour la France. Et donc ils sont arrivés effectivement à l'approche de Noël au mois de décembre à Paris et donc évidemment, c'est le pays de la liberté pour Sylvie qui avait que 8 ans, mais qui se rendait compte quand même au regard de ses parents et à l'émotion qui avait quoi et la pression aussi parce que ils ont voyagé dans un train où ils ont été fouillés Mhm. voilà donc tant qu'ils sont pas arrivés tant qu'ils n'étaient pas arrivés à Paris ils n'étaient pas rassurés donc elle a ressenti toute cette tension et l'arrivée à Paris ce fut magique puisque c'était à l'approche de Noël et il y avait des Les grands sapins magasins, ouais. décorés les grands magasins illuminés donc pour une petite fille c'était assez formidable. Et puis 7 ans plus tard, parce qu'on va avancer un peu dans la carrière et la vie de Sylvie Vartan, voilà, son frère Eddy, qui commence à travailler dans la Mm. musique, Mm. rencontre un certain Carlos, qui est trompettiste, c'est ça? Mhm. Et C'est ça, ouais. ouais, Oui, oui, allez-y. allez-y, allez-y. Et en fait, Non, il non, s'intègre. Ouais, le frère d'Eddie avait commencé à faire de la musique en Bulgarie déjà, hein, d'accord. donc en France, donc effectivement, il jouait du corps d'harmonie et ensuite de la trompette, et donc il allait dans les à l'époque, dans les années 50, c'était la mode du jazz et des caves Ouais. de Saint-Germain, donc il fréquentait ces endroits. Et puis, à un moment donné, il a été enrôlé dans un orchestre qui jouait au Blue Note. Le Blue Note, c'était un cabaret de jazz Mhm. vers les Champs-Élysées, auprès des Champs-Élysées. Et effectivement, il rencontre dans ces soirées-là, il rencontre Carlos, qui est donc le fils de François Dolto, hein, et qui à l'époque est un amuseur public, voilà, et qui adore le jazz aussi, et qu'on rencontre partout, à Paris, à Juan-les-Pins l'été, etc. Qui est ami avec Johnny Hallyday également, qui a démarré en 60, lui, dans la chanson. Et il se fait une Et donc, place, voilà, Eddy Vartan. oui, oui, oui. Eddie Vartan s'est fait une place et surtout il devient ami avec Franck Thénault et Daniel Philippaki, et donc il se retrouve enrôlé aussi dans la maison de disques Decca, Mhm. où il devient directeur artistique et il s'occupe notamment d'un chanteur de rock qui fait des études dentaires, hein, qui s'appelle Frankie Jordan. Et voilà. Voilà. Et c'est là où on y arrive. Racontez-moi, c'est une histoire incroyable. Il cherchait quelqu'un pour faire un duo avec Frankie Jordan sur Panne d'essence. Mhm, Et mhm. miraculeusement, Ouais, c'est Sylvie qui a été choisie ou qui a été poussée. c'est ça. C'est ça, en fait, il cherchait pas. Au départ, il y avait quelqu'un qui était pressenti, qui était Gillian Hills. Donc, c'était une jeune starlette de l'époque qui faisait du cinéma, qui avait joué dans Les Liaisons dangereuses de Vadim et qui chantait également. Donc, avait un contrat de chanteuse avec Barclay. Ouais. Et donc, elle avait un contrat de chanteuse, un contrat à l'époque, c'était des contrats d'exclusivité. Donc, on pouvait pas se permettre de signer des contrats ailleurs. Et donc, elle s'est désistée au dernier moment pour ces raisons-là. Donc, le studio étant réservé, ça coûte cher. Donc, dans l'urgence, il fallait absolument remplacer Gillian Hills. Et Eddie Vartan a dit, mais pourquoi j'irai pas chercher ma sœur? Elle est Et mignonne, voilà. elle sait chanter, voilà. Donc, il est allé chercher Sylvie Vartan donc au lycée. Elle a séché un cours de maths. Entre Elle est 16h30, c'est venue. très précis, mais entre 16h30 et minuit, C'est vous ça. écrivez. Oui, oui, oui. Et donc, elle est venue, oui, parce que le studio était réservé à ces heures-là. Donc, il Ok. fallait absolument que combler le manque. Et elle est venue poser sa voix donc dans ce studio. Ça n'a pas été très évident, d'autant qu'on lui faisait prendre une voix au perché, alors qu'elle a une voix très grave, Sylvie. Ouais. Donc, elle était obligée de prendre cette voix au perché parce que la partition était écrite pour Gillian Hills, qui avait une voix aiguë. Eh bien, on va l'entendre tout de suite, Panne d'essence. Écoutez un petit extrait. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison, Ça fait bien loin à pied, oh, je connais les garçons, l'endroit est désert, je te vois bien venir, et il a tout pour il plaire. faut repartir. Mais je n'ai La voix perchée, vous avez raison, Voilà. Sylvie.
Ah oui, c'est une voix de dessin animé, là, carrément. Et on la voit rouler On la les yeux comme Ouais. pas possible dans ce clip. Enfin, dans ce clip, ça devait être un Scopitone, certainement. Oui, c'était un Scopitone. C'était même, je crois, ça avait été réalisé pour Discorama, il me semble. C'était pour une émission de télé. Ouais. D'accord, ok. Ben justement, elle va commencer dans la chanson avec ce titre, Panne d'essence. Et voilà, avec Salut les copains diffusé sur Europe 1, ça va propulser la jeune Sylvie et tout va très vite. Elle fait sa première télé, vous l'avez dit, Discorama, le premier 45 tours quand le film est triste. Première tournée, alors on l'adore et les auditeurs savent à quel point je l'aime, mais le grand Gilbert Bécaud. Et son premier Olympia en levée de rideau avec Vince Taylor. Ça va à une vitesse folle. Elle se fait même renvoyer de son école parce qu'elle devenait une idole. Enfin, de son lycée. Oui, parce que elle se met la panique, quoi. Les journalistes, les fans, tout le monde se ruait. Et le lycée Hélène Boucher, c'était quand même un lycée de bonne réputation, très strict, etc. Donc ça foutait un petit peu le bazar. Ouais. Donc on l'a priée de rester chez elle et donc elle a arrêté ses études aux grandes dames de sa mère qui souhaitait pour elle une belle carrière, qui n'imaginait pas chanteuse évidemment. Donc elle voulait qu'elle passe absolument son bac, ses 2 bacs, à l'époque il y avait 2 bacs, et donc elle a arrêté avant parce que Gilbert Bécaud justement lui a proposé de partir en tournée avec elle. Et donc les parents ont accepté, Ilona a accepté à condition que Eddie Vartan la chaperonne, voilà. Et puis c'est parti, elle part sur les routes de France. On est en 61 là, je sais pas si on l'a dit. C'est ça, 61. 61, c'est les débuts. Donc, il y a les 2 duos, Panne d'essence et J'aime ta façon de faire ça. Ouais. Et ensuite, Daniel Philippaki, qui aime beaucoup donc cette jeune fille, lui fait signer un contrat de chanteuse. Donc, elle fait son premier 45 tours, 4 titres en solo, avec pour titre vedette Quand le film est triste. D'accord. Et puis après, l'année d'après, en 62, elle fait une rencontre fantastique, enfin celle qui va marquer sa vie en tout cas, à l'Olympia. Alors c'est Johnny, on va couper le suspense rapidement. Il aurait dit à son frère dans les coulisses de l'Olympia, cette fille-là, je me la ferais bien. Voilà, Johnny a toujours raconté cette histoire-là. Il serait venu à l'Olympia donc voir Vince Taylor, qui était son concurrent et néanmoins ami donc dans le rock and roll et en première partie, donc, il y avait cette jeune fille que Johnny observait depuis les coulisses à travers le rideau. Et Eddie Vartan était à côté de lui. Donc, il connaissait Eddie Vartan de vue, comme ça, mais il ignorait son nom et il ignorait surtout qu'il était le frère de cette chanteuse. Ouais. Et donc, comme deux garçons peuvent échanger ce genre de trucs, il a dit, voilà, cette fille-là, je me la ferais bien. Et Eddie Vartan n'a rien dit sur le moment. Et puis quand Sylvie est sortie de scène, il a interpellé au passage. Il lui a dit voilà, Johnny, je te présente Sylvie, je te présente Johnny Hallyday. Johnny, je te présente ma sœur. Voilà. Et Johnny serait devenu blême. Et oui, voilà. Il lui aurait offert des roses. Oui. C'est ça. Alors ça, c'est la version de Johnny. Sylvie a raconté de son côté que la première rencontre avec Johnny Hallyday aurait eu lieu donc en banlieue parisienne, à Romilly-sur-Seine ou à Milly-la-Forêt, voilà. Okay. À Milly-la-Forêt, donc où Daniel Philippaki avait une maison et Johnny serait passé dans cette ville-là et Daniel Philippaki aurait amené Sylvie voir Johnny Hallyday. Et donc elle aurait pas eu vraiment le coup de foudre pour le personnage, mais pour le chanteur, oui, elle a trouvé le chanteur formidable, etc. Mais elle n'était pas amoureuse de lui à ce moment-là. Et Johnny, de son côté, était avec une actrice aussi qui s'appelait Patricia Viterbo. Et puis lui est tombé amoureux le premier, donc ça a été long. Ensuite il a un petit peu ramé pour séduire Sylvie qui avait le cœur pris ailleurs. Voilà. Et c'est ça, parce qu'il y avait plein de prétendants autour de Sylvie, dont Jean-Jacques Debout. Et un jour, ce pauvre Jean-Jacques Debout, il comprend que c'est fini, elle est tombée je crois que c'est dans le sud de la France, elle tombe dans les bras de Johnny et lui repart à Paris.
C'est ça, c'était à Marseille, À Marseille. Ouais. où il se retrouve. Voilà, Sylvie chantait à Aix-en-Provence, Johnny à Marseille. Donc Sylvie retrouve Johnny et Jean-Jacques Debout. Jean-Jacques Debout faisait la première partie du spectacle de Johnny Hallyday. Donc Sylvie et Eddie Vartan donc retrouvent Jean-Jacques Debout à Marseille avec donc Johnny Hallyday. Jean-Jacques Debout qui venait d'écrire une chanson à Sylvie Vartan qui s'appelle Tous mes copains, donc qui était son premier gros succès. Et là, voilà, ils vont manger au restaurant, puis ils sortent en boîte de nuit et donc, Jean-Jacques Debout comprend, en voyant Sylvie et Johnny s'isoler un petit peu, qu'il a un petit peu de trop et surtout donc qu'il va devoir laisser la place et il laisse aussi sa place de première partie de spectacle. Donc, Sylvie va faire ensuite la tournée avec Johnny Hallyday à la place de Jean-Jacques Debout. Et voilà, et puis après, Johnny et Sylvie se fréquentent et il fait déclarer sa flamme, ça c'est merveilleux, par son manager à Genève. C'est ça, Jean-Pierre Bloch, oui, c'est ça. Mais c'est une histoire de fou. Donc, Johnny qu'on pense séducteur, qu'on pense intouchable, maître de ses dames, va déclarer sa flamme à l'une des femmes de sa vie par son manager. Oui, c'est précisément ce qui a plu d'ailleurs à Sylvie et qui a plu aussi aux parents de Sylvie, parce que les parents de Sylvie étaient un petit peu, Johnny Hallyday, ce chanteur qui se roule par terre, qui porte des blousons noirs, enfin, ils avaient un petit peu peur, ils appréhendaient quand même. Et puis, Sylvie a présenté Johnny à ses parents et ils ont vu arriver un garçon timide, très poli, propre sur lui, enfin le gendre idéal quoi. Et Ilona Vartan donc en particulier a été absolument charmée. Ouais. Et Sylvie, c'est ce qui lui a plu justement, qu'il ne ressemble pas à l'image qu'il donnait de lui. Et il cache pourtant cette relation. Sylvie et Johnny, tout le monde a l'air d'être au courant, la presse commence à en parler, mais pourquoi ils s'amusent à cacher comme ça ? Est-ce que c'est pour garder le statut de star et plaire aux jeunes qui se voient en couple avec eux ? C'est-à-dire qu'assez rapidement, Johnny se trouve un manager, son colonel Parker à lui, qui s'appelle Johnny Stark. Qui était celui de Mireille Mathieu. Qui sera par la suite le manager de Mireille Mathieu. Mireille Mathieu qui sera beaucoup plus, on va dire, malléable. Okay. Johnny Sylvie, Johnny, il devient le manager de Johnny et Johnny lui demande également donc d'être le manager de Sylvie Vartan puisque c'est sa fiancée et donc Johnny Stark s'occupe de ces deux idoles. Et dans l'esprit de Johnny Stark, une idole devait être célibataire, ne devait pas avoir d'enfants. Il fallait absolument être disponible pour ses fans. Ouais. Voilà. Donc, c'était mieux de cacher l'histoire, même si Johnny ne pouvait pas se passer de Sylvie et Sylvie ne pouvait pas se passer de Johnny, à tel point que ils font des tournées ensemble. Johnny, qui tourne un film en Camargue, d'où viens-tu Johnny, demande à ce qu'on écrive un petit rôle pour Sylvie, pour qu'elle puisse venir également en Camargue le rejoindre. Et donc, on lui rajoute le rôle de la petite amie du héros. Donc, voilà. Et il se retrouve en Camargue. Ensuite, il y a cette fameuse nuit de la Nation à Paris, à laquelle ils participent tous les deux. Enfin, ils sont tout le temps ensemble. Tout le temps. Un fouillis pas possible à cette nuit de la Nation, non ? La nuit de la Nation, ça a été un événement, on peut dire historique, puisque ça a marqué l'avènement d'une jeunesse, l'avènement de l'adolescence. C'est né à cette époque-là, c'est-à-dire que avant, c'est ça. Avant, dans les années 50, on passait de l'enfance à l'âge adulte, on se mariait, voilà. L'adolescence, c'était un âge intermédiaire qui est né là avec l'avènement de ce qu'on a appelé les yéyés. C'est Edgar Morin qui était, c'est ça, qui est toujours vivant d'ailleurs. Et Edgar Morin qui à l'époque avait trouvé cette appellation parce que dans les chansons des chanteurs de cette époque-là, donc
Voilà, Oh on yeah, disait oui. yéyé souvent. Voilà, on ponctuait les phrases de yéyé. Et voilà, donc c'est devenu les yéyés. Mais c'est surtout Edgar Morin avait fait un papier dans Le Monde très très érudit où il parlait effectivement de l'avènement de cette jeunesse qui avait inventé sa propre musique, ses propres vêtements, ses codes, etc. Donc Hmm. c'était un événement de société, oui. Et Et quand, effectivement, ouais, ça a remué, ça un monde. On s'attendait pas à un événement pareil, hein. Les organisateurs, c'était pour lancer le Tour de France d'ailleurs, et ils avaient fait appel à Europe 1, qui était la radio jeune de l'époque, donc à cause de Salut les copains justement, et donc Daniel Philippaki en a profité pour fêter le premier anniversaire de son émission Salut les copains, les 20 ans de Johnny Hallyday. Donc il y avait beaucoup d'anniversaires. Et il se disait, voilà, bon, ben, il va y avoir un petit attroupement de jeunes et tout, ça va être la fête. Et en fait, ça a été un énorme, incroyable, quoi. un truc énorme. Voilà, un truc énorme avec des voitures, des gens debout sur les capots des voitures ou sur les arbres, des branches arrachées, enfin des stores de magasins complètement démolis. Ça a été vraiment un truc infernal. Et Voilà. quelques mois après cette nuit de la nation, Johnny et Sylvie décident de se fiancer. C'est ça. Donc, alors ils sont fiancés, ils se fiancent dans l'intimité, hein, Ouais. donc en famille. Et puis ils l'annoncent une fois que la chose était déjà faite. Mais Johnny surtout ne souhaitait pas officialiser aussi les fiançailles, le mariage, parce qu'il savait qu'il allait devoir partir à l'armée. Donc, il Hmm. pensait pas se marier avant son retour de l'armée. Et Puis surtout, Johnny finalement, stressé, non? Parce qu'il demande, vous l'écrivez dans le livre, et ce passage m'a fait bien rire, notamment quand elle descend hein, au scandale du Tivoli, au Canet, près de Cannes. Il demande à Carlos de oui, veiller sur oui, Sylvie. oui. Ah oui, oui, parce qu'elle est en tournée avec Claude François, Et oui. voilà. Euh, déjà jaloux, évidemment, de Claude François, parce que Claude François, à l'époque, sautait sur toutes les filles blondes qui passaient. Donc, Sylvie étant blonde et mignonne, donc Johnny s'affolait un petit peu. Et puis surtout parce que Claude François se comportait un petit peu comme voilà, il supportait pas le statut de star de Sylvie, parce que Sylvie passait en vedette et Ouais, Claude François en en première partie, américaine. donc en vedette Eh américaine. ouais. Voilà, il avait quand même déjà deux tubes, hein, deux, trois tubes, Belle, 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 Marche tout droit, faisait des chansons comme ça. Et il estimait que il vendait beaucoup plus de disques que Sylvie et qu'il méritait d'être en vedette lui aussi. Donc il recouvrait il faisait recouvrir par son équipe les affiches de Sylvie par ses propres affiches. Hmm. Il avait fourni aussi sa propre sono parce que dans les tournées, souvent il y avait des sonos assez déplorables, hein, des trucs dans des arènes où on faisait des annonces pour faire sortir les taureaux. Enfin, c'était pas c'était pas des sonos de qualité. Donc Claude François, qui était très méticuleux et tout, il avait proposé d'amener sa sono. Ouais. Et ce soir-là du Canet, ça c'est Carlos qui l'a raconté, donc qui était présent évidemment. Claude François avait un autre concert après le Canet à Juan-les-Pins. Il a emporté sa sono aussitôt son tour de chant terminé, et il a laissé la pauvre Sylvie Vartan Ouais. avec avec les haut-parleurs des taureaux, quoi. Et Donc je la connais, cette arène du Tivoli. Je peux vous dire que chanter a cappella, c'est pas si grand, mais ouais. juste avec la voix a cappella, ça devait être Mmh. terrible. Ah ben elle a pas pu. Elle a essayé d'articuler deux chansons devant les sifflets, les jets de canettes, etc. Eddie, Johnny Stark, enfin tout le monde l'ont tiré Mm. hors de scène et l'ont emporté, et les gens ont tout cassé. Et en tout cas, ça Elle a suit. été interdite Ouais. de séjour. Elle a été interdite de séjour sur la Côte d'Azur dans plein d'endroits, du coup, parce que ça a été une affaire d'État. Le maire du Canet est passé aux actualités avec elle, donc ils se sont engueulés à l'antenne. Voilà. Ah, ça Le devait- maire du Canet lui a dit, voilà, enfin.
vous êtes des artistes de pacotille, on n'entendra plus parler de vous dans 10 ans, voilà. Et elle lui avait répondu, parce qu'elle tenait tête, Sylvie, c'était quand même quelqu'un de pugnace, hein, elle avait le doigt tendu, elle lui a dit, mais rendez-vous dans 10 ans, on verra qui c'est qui est encore là, voilà. Elle restera là, bien sûr, dans 10 ans. Et à cette fin d'année 1964, un titre va rentrer dans l'histoire aussi, dans cette longue carrière de Sylvie Vartan. Je vous propose de l'écouter. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimer. Ce soir je serai la plus tendre quand tu... La plus belle pour aller danser, une chanson écrite par Charles Aznavour et Georges Garvarentz. Voilà. Magnifique. Georges Garvarentz, oui. Magnifique. Comment oui, est née cette chanson Charles Aznavour avait déjà écrit des chansons pour Johnny Hallyday, donc il faut saisir sa chance et surtout Retiens la nuit, donc pour le film Les Parisiennes, donc en 62, et ils étaient très liés. Charles Aznavour qui a toujours aimé quand même s'est toujours intéressé aux jeunes, hein, donc de tout temps, hein, à l'époque a senti quand même qu'il y avait un avenir chez Johnny Hallyday, et donc il l'a pris sous son aile. Ils ont habité ensemble pendant quelques temps du côté de Montfort-l'Amaury où Charles Aznavour avait une maison et où Johnny a fini par acheter sa maison aussi, une gentilhommière là-bas. Et donc ils ont dû vivre, il a dû habiter pendant un an et demi chez Charles Aznavour, et à ce moment-là, donc il rencontre Sylvie et il demande à Charles Aznavour s'il veut bien aussi écrire pour sa fiancée un tube, parce que jusqu'alors elle a eu quelques succès, Sylvie, donc Tous mes copains, le Locomotion, mais pas de vrais tubes. La plus belle pour aller danser a été le premier gros tube. Enfin, le deuxième, il y a eu Si je chante juste avant, qui a très très bien marché. Donc, la même année, il y a eu ces deux gros succès. En 64. Qui ont été Si je chante. Si je chante est sorti en fin 63 et la plus belle début 64. Donc, c'est à quelques mois près. Donc, et la plus belle pour aller danser, en fait, c'est Georges Garvarentz qui se promenait dans Paris. Un soir, il voit un attroupement de jeunes filles qui s'apprêtent à sortir pour aller au bal, et chacune s'était apprêtée, maquillée, habillée, et il se dit voilà, il y a matière à chanson, il faudrait que quelqu'un chante une chanson où toutes ces filles-là puissent se reconnaître. Et donc, il rentre chez lui, il appelle Charles Aznavour, il lui en parle. Et Charles Aznavour écrit donc La plus belle pour aller danser. Et puis, en une nuit, qui pouvait, quelle chanteuse idéale pouvait chanter cette chanson à laquelle toutes les filles allaient pouvoir s'identifier. Voilà, c'était Sylvie Vartan, hein, la chanteuse des jeunes, hein, c'était la chanteuse numéro 1 des jeunes à ce moment-là. Et cette même année, alors il y a La plus belle pour aller danser qui sort, mais Johnny part à l'armée le 8 mai 64, le soldat Smet. L'idole des jeunes à l'armée, ça devait être quelque chose. Et puis même Sylvie qui a un passe-droit pour venir voir Johnny à la caserne. Oui. Il y a eu beaucoup d'arrangements, hein, donc ça a fait beaucoup de publicité à l'armée à ce moment-là. Une idole comme Johnny, surtout à ce moment-là, après les accords d'Évian, après la guerre d'Algérie, tout ça, l'armée avait plus tellement bonne presse, je crois, et donc ça a fait du bien que Johnny se montre en militaire comme ça sur les couvertures de magazines, pochettes de disques, bien sûr, les pochettes de disques, le pénitencier, ces disques de l'époque où il pose en militaire, et en échange évidemment donc on s'est montré plutôt arrangeant, voilà, donc Johnny pouvait aller enregistrer pas forcément quand il voulait, mais quand il a régulièrement, donc il a continué à sortir des disques, il faisait quelques concerts aussi, quelques spectacles là-bas sur place, hein, à Offenbourg ou à Strasbourg où il se trouvait. Et puis Sylvie, il avait loué un petit studio aussi
proche de la caserne, et Sylvie s'y rendait régulièrement, pas tous les, peut-être tous les week-ends, oui, je pense. Donc, ils se retrouvaient régulièrement là-bas. Et puis l'année d'après, alors Johnny a terminé il me semble, où il repart. Il a terminé son service militaire, mais il y a le mariage du siècle. Non, c'était pendant le service militaire. Justement, ça lui a fait une permission. D'accord. Et oui, parce qu'on avait une permission plus longue si on se mariait. Donc, il en avait profité donc pour avoir une semaine de perme en se mariant. Donc, le 12 avril 1965, il était encore à l'armée. Et ça a été un chahut total, ce mariage. Les gens se cachaient dans les plafonds, sur les toits. Ah oui, oui. Et oui, parce que Sylvie avait trouvé un manoir donc dans un petit village de 300 habitants qui s'appelle Loconville dans le Vexin, donc dans l'Oise. Et donc le mariage a eu lieu là, donc mais ce petit village n'avait jamais vu une telle folie. C'était les gens venaient en car, en vélo, en voiture, en mobilette. Il y avait dans tous les champs, il y avait des véhicules garés, et voilà, donc le village complètement envahi. Tout ça pour voir Johnny et Sylvie, eux qui rêvaient d'un mariage en intimité. Ils étaient pas ravis. Vous l'écrivez dans votre ouvrage. Ah oui, les chemins de sa vie. Ça c'est vrai. Furieux, alors on ne sait pas qui est. Ah oui, Johnny voulait arrêter tout. Il avait dit non, on va pas se marier, c'est pas possible. Dans un tel chahut, c'est pas. Puis finalement, bon, ça s'est fait quand même. Donc c'est devenu le mariage du siècle. Mais je pense que quelqu'un a vendu la mèche. Alors, selon les sources, ce serait le curé ou le maire du village pour faire de la publicité au village, mais je pense que la version la plus crédible, c'est de dire que c'était le manager commun aux deux artistes, Johnny Stark, qui a fait un bon coup de publicité. Un énorme coup de publicité. Et puis quelques temps après, ils partiront en voyage de noces. C'est quand, en septembre 65 ? Non, oui, tout de suite après. Tout de suite après, okay. Il y a... il me semble, donc vous me mettez un doute là. Non, c'est bon, parce que oui. Je sais que Jean-Marie Perrier était du voyage. C'est Jean-Marie Perrier qui part avec eux, voilà, pour saluer les copains. Donc Jean-Marie Perrier qui faisait des photos, comme ça, amenait les artistes à l'étranger, et ça faisait l'objet de reportages en couleur pour saluer les copains, pour faire rêver les jeunes. Et donc évidemment, donc le couple partait en lune de miel aux Canaries. C'était vous écrivez idéal avril 65, page 81. Avril, oui, c'est ça, voilà. Donc c'est tout de suite après, oui. Il avait pris, une semaine ou 15 jours à l'armée, donc une perme prolongée pour le mariage et le voyage de noces en même temps. Ouais. Ils sont partis qu'une semaine. Et puis après, les tournées mondiales vont reprendre, du moins pour Sylvie. Elle chante même devant la reine d'Angleterre. Et elle devient une véritable star au Japon. C'est ça, au Japon en 65, ouais, ça commence. C'est la plus belle pour aller danser en fait, qui lance sa carrière au Japon. Les Japonais ont adoré cette chanson-là et tombent littéralement amoureux de Sylvie, et c'est un amour qui perdurera encore aujourd'hui. Donc c'est vraiment un pays où quand ils aiment, c'est totalement et pour la vie. Et ils ont chanté aussi devant la reine d'Angleterre, je vous le disais, tous les deux ? Ouais, tous les deux, oui, tous les deux ont été invités à la Royale. Oui, c'est ça, la Royale. C'est quoi, comment l'intitulé m'échappe, mais bon, oui, devant la reine, donc. D'accord. C'était fin 65, ça, ouais, voilà, donc septembre 65, il me semble. Ou novembre, je ne sais plus. Il faudrait que... J'ai pas mon livre sous les yeux, désolé, les dates après. Alors, je sais que c'est page 80, parce que je note, vous voyez, note les nombres des pages, je vais vous le dire tout de suite. C'est ça qui est bien avec mon livre. Londres, 8 novembre 65. 8 novembre, voilà, 8 novembre. Et c'était également filmé pour la télévision. Ça passait dans une émission donc des Carpentiers. Voilà, Sylvie a chanté une chanson en anglais, Johnny également de son côté. Johnny portait son costume du mariage d'ailleurs à Londres.
Et donc ils ont découvert Londres, ils ont passé quelques jours en amoureux, donc à Londres en même temps, voilà. Mais après, les tournées vont reprendre. Et Sylvie qui rêve, vous l'écrivez, qui rêve d'une vie de famille, comme elle a connu avec ses parents, enfin, voilà, et qu'elle a installé en France, d'ailleurs, à Loconville. Elle rêve d'une famille, mais voilà, il s'éloigne au travers des tournées. Et en 66, ce côté famille reprend le dessus. Et David, je crois que vous l'écrivez d'ailleurs, le roi David voit le jour le 14 août. 66. Et ouais, le 14 août 66, et elle en voulait 4 avec Johnny. Et oui, mais avec Johnny, effectivement, c'est devenu ensuite quelque chose de... ils se sont, aimés en fait en public quasiment, quoi. Il y avait toujours la presse, il y avait toujours les journalistes, ils étaient toujours traqués. Et puis il y avait effectivement chacun sur les routes, souvent. Alors ils essayaient d'organiser leur planning pour pouvoir se retrouver dans plusieurs endroits pendant leur tournée, mais ils se voyaient peu, quoi. Ils se voyaient assez peu. Et Johnny et Sylvie, en plus, a mené une carrière à l'étranger. On a dit le Japon, mais aussi en Italie. Elle allait chanter en Allemagne, en Espagne. Ils allaient un petit peu partout. En Amérique du Sud aussi. Ils ont fait des spectacles. Mais Johnny n'est pas Québec. présent. C'est l'arrivée de cet enfant, ça ne changera rien. Elle va même penser à divorcer, Sylvie. Ah oui. Non, mais là, en plus, Johnny, au retour de l'armée, il a eu toute une période comme ça où il fallait qu'il revienne numéro 1. Parce que quand même, toute cette période à l'armée, il y a eu de la concurrence. Il y a eu Antoine, on en a parlé tout à l'heure, qui est arrivé avec sa chanson Les Élucubrations et qui se moquait un petit peu de lui. Ah oui, il y a toujours une guerre entre Johnny et Antoine. Oui, mais enfin une guerre dans les chansons sympathique, quoi, on va dire, dans les chansons. Et puis il y a eu surtout un mouvement venu d'Angleterre. On était en plein swinging London, et puis des artistes français souvent qui étaient auteurs, compositeurs, interprètes, ou qui faisaient appel à des compositeurs et à des auteurs, et qui n'adaptaient plus les chansons anglo-saxonnes, comme Michel Polnareff, Jacques Dutronc. Ce sont des gens qui sont arrivés dans le paysage musical français et qui ont fait beaucoup d'ombre, on va dire, ou de tort, en tout cas, à Johnny. Donc il a fallu qu'il rame pour retrouver sa place de numéro 1, et pour ça, il a fallu qu'il travaille, qu'il parte en tournée, donc il enregistrait beaucoup à Londres, et puis c'est l'époque aussi où... et il voyait pas Sylvie, et c'est une époque où on plongeait aussi facilement dans les substances, voilà. Et oui, il pense même à se suicider. Il fait même une tentative de suicide. C'est ça, parce qu'il revient de Londres, justement, où il a enregistré la Génération perdue et ce tube qui est Noir c'est Noir. Il revient à Paris, il apprend dans l'avion que Sylvie veut le quitter, qu'elle a demandé le divorce, qu'il doit une certaine somme aux impôts, enfin tous les malheurs du monde lui tombent sur la tête. Il avait en plus certainement abusé de substances, de LSD, enfin bref. Et quand il arrive chez lui, il est complètement déprimé, désespéré. Il rentre dans la salle de bain et il se taillade les veines. Il avale un flacon d'éther, et bon, c'est plus un appel au secours qu'une tentative de suicide, parce qu'il n'est pas tout seul. Enfin, il est enfermé dans la salle de bain, mais dans la pièce à côté, il y a Jean-Pierre Bloch, son secrétaire, il y a Tiki Olgado aussi, qui était dans son entourage à l'époque, etc. Et puis, et donc, on le rapatrie aux urgences, et puis voilà. Et Sylvie, de cette situation. Sylvie, elle souffre de cette situation. Elle veut un père pour son fils, et pas quelqu'un pas un courant d'air. Donc, et c'est sa mère, c'est Ilona qui la convainc quand même de rester avec Johnny, que ça en vaut la peine, et que voilà. Donc, Ilona aimait beaucoup Johnny Hallyday. Donc, l'histoire a continué, bon an, mal an, comme ça, mais pas pendant longtemps, jusqu'en 80, où ils divorcent.
divorce, mais ça a toujours été Johnny et Sylvie, des grandes séparations et des grandes retrouvailles tout le temps, parce qu'il y avait une passion folle et quelque chose qui était plus fort que tout. Et on le voit d'ailleurs au travers de 2 titres, Il y a 2 filles en moi ou Par amour et par pitié. Tenez, on va écouter par exemple Par amour et par pitié. On ne jette pas un vieux jean usé, on recolle un livre abîmé, on regarde une photo ratée. Voilà, on comprend qu'elle lui pardonne tout, elle lui pardonne même ses infidélités. Elle qui pleure dans Il y a 2 filles en moi, elle pardonne tout à Johnny. Et ils se retrouvent comme vous. Ouais. Oui. Effectivement, elle a cette force de caractère aussi de penser que à partir du moment où elle reste la femme de sa vie, le reste ne compte pas. Ce sont des aventures. Et puis, je pense que quand on est marié à un homme qui a une telle notoriété et un tel charisme aussi, je pense qu'on est obligé de faire des concessions, sinon ça dure pas. Ce que disait Françoise Hadric d'ailleurs à propos de Jacques Dutronc, c'est-à-dire d'aimer un homme d'un tel charisme, d'une telle beauté, c'est normal qu'il y ait des infidélités. Voilà, et c'est un petit peu la même histoire, Johnny Hallyday, avec le côté star en plus. Oui, immense star, idole. Donc, immense star, oui, c'est ça. Donc oui, et Françoise, je crois qu'elle rajoutait, il aurait fallu être idiote pour être jalouse et tout casser, quoi. Il fallait supporter ça, effectivement. Ce qui ne devait pas être tous les jours facile. Tout à fait. Et on va poursuivre dans la carrière de Sylvie Vartan et arriver en 1968, où il y a 2 gros tubes qui sortent, bien évidemment Comme un garçon. Ça repropulse encore une fois la carrière de Sylvie. Dans cette année 66, il y a aussi des accidents. Elle perd son amie Mercedes. 68, pardon, oui, j'ai dit 70. 68, elle perd son amie Mercedes. Et fin 68, il y a un titre. Voilà, c'est, je pense, et vous me direz si vous êtes d'accord, le titre qui colle à la peau de Sylvie Vartan et qui la représente le plus. Écoutez. Mais il n'y a que mon père maintenant qui s'en souvient. Quelquefois. La Maritza, c'est le titre de Sylvie Vartan. Ça a une belle histoire. L'histoire de la Maritza, c'est le premier Olympia en vedette aussi de Sylvie Vartan. Jusqu'alors, elle avait fait des Olympias et en première partie, notamment celui de 67, qui était en première partie de Johnny Hallyday. Puis, au final, ils se retrouvaient sur scène pour un duo. Là, 68, pour la première fois, elle est en vedette à l'Olympia et Jean Renard, qui est son directeur artistique, qui lui a déjà écrit Par amour, par pitié, avec Gilles Thibault, qui était un auteur fabuleux, qui a écrit Que je t'aime à Johnny, par exemple, et Jean Renard qui en a composé la musique. Donc Jean Renard cherche à une chanson emblématique justement pour Sylvie. Elle est assez dans le rythme, hein. C'est l'époque Tamla Motown, etc. Donc elle imagine un spectacle qui bouge, où ça danse pas mal, etc. Mais Jean Renard, lui, pense quand même qu'il lui faut une chanson qui rallie le public et il pense à Amsterdam de Brel. Il pense que Brel, quand il a chanté à l'Olympia et fait ses adieux, il y avait une chanson marquante qu'il avait créée à l'Olympia qui était Amsterdam et toute la salle s'était levée. Pas d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et il voulait la même chose pour s'il s'est dit, il faut trouver une chanson emblématique et qui lui colle à la peau, qui lui appartienne, qui soit intemporelle. Et il avait imaginé une musique. Ouais, voilà. Il trouve la musique, voilà, il a imaginé une musique un petit peu slave comme ça, lente et slave, un petit peu langoureuse, lancinante. Et la magie opère sous les paroles d'un grand monsieur de la chanson française. C'est ça. Donc, il soumet cette musique à Pierre Delanoë, auteur pour Beko, notamment, de plein de chefs-d'œuvre. Beko, Sardou, notamment, Fugain, voilà. tous.
C'est ça. Tous passés C'est ça. sous la plume de Pierre Delanoë. Oui, il est mort le soleil aussi pour Nicoletta. Enfin, voilà. Et donc, et Pierre Delanoë, qui connaissait vaguement l'histoire de Sylvie, est allé chercher dans ses dictionnaires, etc. Et il a appris que il y avait un petit fleuve en Bulgarie qui s'appelait Maritsa, qui s'écrivait avec un Z ou un S. Et Maritsa, la sonorité lui plaisait beaucoup. Il trouvait ça assez joli. Et donc, il a écrit autour de ce titre et il a résumé en quelques quatrains l'histoire de Sylvie et la chanson. La Maritsa, c'est. Pardon. Dès le début de la chanson, la Maritsa, c'est ma rivière, comme la Seine est la tienne. Pouah, là, ça y est, on voit Sylvie Vartan. C'est ça, c'est elle, et c'est une chanson qu'elle avait fait écouter à son père, et elle raconte souvent que c'est la première fois qu'elle voyait son père verser une larme. Ouais. À cette Olympia 68. Oui. Et c'est là où vous dites d'ailleurs qu'elle devient une véritable... Elle n'est plus l'idole yéyé, c'est là qu'elle devient une chanteuse. Et la chanteuse qu'elle restera toujours... La chanteuse, la showwoman, je ne sais pas si ça se dit, la showwoman avec de grands spectacles à l'américaine, elle change véritablement en 68. Oui, voilà, parce que le statut d'une chanteuse à l'époque et encore toujours aujourd'hui, ceci dit, passait par la scène. La scène, c'était l'étape obligatoire. Donc, c'est sur scène qu'on démontrait si on était vraiment une chanteuse ou pas. Et en 68, donc en vedette, elle l'a démontré. Et vous parliez tout à l'heure de son papa, de Georges. Il va décéder en 72. C'est bien ça ? 70. Et en 70. Ouais. Et quelques temps après, elle écrira une chanson magnifique, Mon père. En 72. Voilà, c'est en 72. Okay. C'est pas elle qui l'écrit, elle demande à Michel Mallory. Elle interprétera la chanson. Qui est son nouveau parolier, Michel Mallory, sur une musique donc de Marc Benoît. Michel Mallory écrira Mon père, et une chanson qu'adorait Johnny Hallyday. Il avait dit à Michel Mallory, il faut que tu m'écrives une chanson aussi forte et aussi belle que Mon père pour Sylvie. Et il lui avait écrit à propos de Mon père, donc l'histoire de Johnny Hallyday avec son père, avec l'absence du père. Mais elle a été quand même moins forte que celle de Sylvie. Mon père, c'est vraiment une chanson qu'il a toujours accompagnée sur scène aussi. Voilà. Magnifique chanson dont je vous propose un extrait, Frédéric. Que la maison me paraît vide, sans son désordre et sans savoir. Ça me semble encore impossible. Pourtant, il y a 2 ans déjà. Quelle belle chanson, Mon père. Très triste. Ah oui, c'est une chanson magnifique. Très triste. Et la version qu'elle en avait donnée à son retour en Bulgarie en 90, c'était, je crois, c'est la plus émouvante de toutes, parce que. J'irai écouter. Je vous encourage, chers auditeurs, à aller l'écouter aussi. Ouais. Il devait le regarder. Elle devait le regarder. Il devait la regarder de là-haut. Sylvie, quand elle est revenue. On y reviendra sur ce passage de la Bulgarie. Et puis, en 1973, oui. Oui, non, 70, on a juste oublié quand même une étape importante, c'est l'accident avec Johnny, où elle est défigurée. Bien sûr. Et du coup, par la force des choses, elle est obligée de séjourner pendant quelques temps à New York, où en même temps, elle subit une opération de chirurgie esthétique, donc pour retrouver son visage, et elle profite de ce séjour à New York pour rencontrer Howard Jeffrey, donc qui était chorégraphe et metteur en scène de spectacle. Et donc elle se met à la danse, elle apprend à danser, et elle commence à concevoir le spectacle différemment. Donc après quand à son retour à Paris, d'abord à l'Olympia et ensuite dans les palais des congrès, palais des sports, etc. Elle va proposer des spectacles. Elle sera la première femme d'ailleurs à passer au palais des congrès.
en 76. C'est ça. Et, et vous dites, Voilà, elle devient le mythe Vartan cette année-là. Ça y est, c'est ça. c'est plus une C'est chanteuse, ça, ça c'est devient ça. plus une idole, un mythe. Ouais, avec ses grands Oui, spectacles. elle va faire des grands spectacles qu'on dira à l'américaine, mais qui sont surtout dans sa conception à elle. Elle était passionnée, Sylvie, de comédie musicale déjà tout enfant en Bulgarie, elle aimait les spectacles avec plein de décors très animés, les costumes, etc. Donc, c'est un rêve d'enfant qu'elle réalise. Et forcément, on va dire des shows à l'américaine parce qu'elle va les donner à réaliser, à mettre en scène à des chorégraphes américains, et elle va travailler là-bas avec des danseurs américains. Mais ce sont des spectacles un petit peu féeriques qui feront école, parce que je pense que des filles, ensuite des chanteuses comme Mylène Farmer s'en sont inspirées. Bien sûr. Ouais. Et quelques temps plus tôt, donc là nous sommes partis en 76, mais en 73 il y a un immense tube. Je pense que tout le monde connaît ce tube de Johnny et de Sylvie. Écoutez. Dis-moi pourquoi tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Mais quand vient l'amour, on est un peu surpris à cause de toi. Je ne suis plus la même. Oh, moi par ta faute, j'ai changé aussi. Je ne sais pas où ça nous entraîne. C'est la chance ou bien c'est de la folie. Si tu n'es pas vraiment l'amour, tu lui ressembles. J'ai un problème. Ça unit le couple à tout jamais, ce duo. Malgré les difficultés, malgré tout, on les voit sur scène, tout repart. Ça arrive après une période assez difficile, oui, effectivement. Oui, donc où Johnny a fait n'importe quoi, avec Nanette Workman, etc. Voilà, c'est ça. On va pas revenir dessus, mais effectivement. et là, il est passé quand même très près du divorce, donc je sais pas comment il est arrivé de nouveau à reconquérir le cœur de Sylvie. Sans doute, il devait avoir beaucoup de charme et des qualités insoupçonnées pour qu'elle revienne. Et à ce moment-là, c'est l'année des duos, en fait, 73. Il y avait déjà eu Stone et Chardin, on en parlait tout à l'heure. Voilà, il y avait Dalida et Alain Delon, il y avait Sheila Ringo qui venait de se marier, et donc Johnny Sylvie n'avait jamais vraiment fait de duo. En tout cas, il y avait pas un tube encore. Ils avaient fait des duos sur scène et un disque aussi qui s'appelait les hommes qui n'ont plus rien à perdre en 69, sur un disque de Sylvie, mais qui était passé un petit peu inaperçu, sauf au Japon où c'est devenu un tube, on ne sait pas pourquoi. Mais donc il fallait un tube. Voilà, il fallait un tube. Et Jean Renard et Michel Mallory s'y sont attelés et ont proposé beaucoup de choses. Ils ont enregistré en 73 beaucoup de duos, Johnny et Sylvie, qui sont restés. On a essayé des choses, assez confidentielles. Et jusqu'à ce qu'on trouve, j'ai un problème. Donc Jean Renard avait écrit une espèce de tango au ralenti. Voilà, c'est donc ça. Déjà l'idée de tango, déjà il fallait pas en parler à Sylvie, qui pourtant plus tard a fait La Drôle de Fin ou des trucs comme ça. Mais bon, sur le moment, le tango en 73, elle disait, mon Dieu, mais c'est un truc hyper démodé. Non. Mais comme la valse avec Stone et Chardin, on revient toujours. C'est ça. Ces duos reprennent des musiques qui ont fonctionné quelques années plus tôt, quelques décennies plus tôt. Oui, c'est ça. Donc, et puis finalement, Johnny a dit, on va le faire et tout. Ils aimaient plus la chanson de Phase B, Te tuer d'amour. Ils aimaient davantage cette chanson-là parce qu'elle était torride et charnelle et elle était plus représentative de leur histoire, en fait. Elle leur ressemblait davantage que ce problème qui leur semblait un peu sirupeux. Voilà. Et donc, les années 70, Oui, mais Jean Renard a insisté en disant on peut pas, il était persuadé que ça ferait un succès, puis surtout il disait il faut faire plus fort.
il faut faire plus fort que Sheila Ringo et Stone Chardin, quoi. Il faut taper fort. Et donc, effectivement, le problème, ça a été le gros succès de l'été 73. S'il n'y avait pas eu La maladie d'amour de Sardou, ils étaient en tête. Mais voilà, c'était cet été-là. En tout cas, les années 70 sont riches pour Sylvie, puisqu'elle va faire aussi sa plus grande vente de sa carrière. C'est ça, en termes de volume? Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Oui, 76, Voilà, février 76. En 76, qu'est-ce qui fait pleurer les blondes? Elle fait des shows à l'américaine, vous l'avez dit, elle devient une star du musical, inspirée des grands spectacles aux États-Unis. Et dans ce palais des congrès où tout le monde lui disait qu'il fallait pas le faire. Et oui, cette grande salle vide. Oui, froide, vide, c'est une salle pour les congrès, ça marchera jamais, machin. Et entêtée comme elle l'était, elle a tenu bon, elle a trouvé Alain-Philippe Malagnac qui a monnayé l'événement, et puis ça a été un triomphe. Ça a été un triomphe qui a été reconduit ensuite à prolongation, etc. Et c'est parti comme ça. Il y a eu toute une série de spectacles dans les années 70 jusqu'au début des années 80, assez féerique de Sylvie à Paris. Et puis, en la fin des années 70, en 79, il me semble, c'est la consécration là aussi. Elle n'est plus une idole yéyé déjà depuis quelques années, enfin même presque 10 ans, plus de 10 ans. Elle devient une véritable chanteuse, et notamment, il y a un succès qui revient comme ça, presque inattendu. Écoutez. Nicolas. Maritza, il garde la vraie là-bas. Nicolas, mon premier chagrin s'appelle comme toi. Je savais. Nicolas, mais cette chanson, elle est extraordinaire. Elle mêle à la fois sa vie avec l'autre Maritza, mais c'est également une pure fiction, ce Nicolas. On a dû souvent lui demander, mais qui est ce Nicolas, Sylvie? Oui, probablement. En tout cas, elle détestait cette chanson-là. Elle ne l'aime pas. Mais bon, elle ne l'aime pas. Et pendant des années, elle ne la chantait pas sur scène. Mais comme le public a toujours raison, et elle a fini par lui faire plaisir et la rechanter ensuite sur scène. Mais non, c'est une chanson qu'elle n'aimait pas. Ouais. Il ne connaît pas l'autre Maritza, il garde la vraie là-bas. C'est magnifique, ça, ça décrit encore Sylvie. Oui, puis moi la chanson, la musique, enfin le slave, c'est une chanson que j'aimais beaucoup, et bon, ça a été quand même un énorme tube en 79. Un des derniers gros tubes de Sylvie en plus. D'accord. Ouais, là où elle vend énormément de disques. Ouais. Oui, c'est ça. Après, bon, les années 80 vont être un petit peu plus difficiles pour tout le monde. Voilà, on y arrive. Le divorce avec Johnny. Oui, c'est ça. Le divorce avec Johnny. Puis même les chanteuses en général de cette période-là, qui ont démarré dans les années 60, vont connaître quand même une petite traversée du désert dans les années 80, que ce soit Sheila, Françoise Hardy, même Dalida, Sylvie Vartan, à part même Dalida. Mourir sur scène, elle n'a pas marché tout de suite. Elle a marché après sa mort, si je puis dire, quand le public a redécouvert cette chanson en face B. Elle a marché quand elle est passée à 20h du journal. Ça a commencé à se vendre un peu, mais après, voilà, Dalida aussi a souffert de ça. Oui, en fait, il fallait trouver quelque chose, se réinventer, relancer sa carrière, ce qu'avait réussi à faire France Gall en rencontrant Michel Berger, donc faire de nouvelles rencontres. Françoise Hardy aussi avait relancé sa carrière avec Jonas. Oui, c'est ça, et déjà avec Michel Berger en 73. Oui. Et voilà. Donc pour Sylvie, on restait quand même dans le même style musical et dans le même style de spectacle. Le vrai tournant pour Sylvie a eu lieu, je dirais, en 90, quand elle retourne en Bulgarie. Et là, on découvre une nouvelle Sylvie. Et là, elle va toucher au cœur le public de façon beaucoup plus intime. Et elle va
du coup enchaîner avec des disques qui vont être un peu plus intimes également, des spectacles dans des bonbonnières, dans des endroits plus Oui, c'est ça. chauds. Je m'étais posé une question en lisant votre ouvrage, hein, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie. Le concert en Bulgarie, alors elle a refait sa vie, hein, Sylvie, elle est avec Tony Scotti, elle est divorcée de Johnny. Johnny en a beaucoup souffert, il a d'ailleurs fait un album, je crois, je l'avais noté, je l'ai en plus. Je t'ai tant aimé. Plusieurs. Non mais un album qui il parle que de Sylvie, cet album, hein. Quand je l'écoute cette chanson, je t'aimais, pas facile, voilà, j'ai retrouvé. C'est pas facile, ouais. C'est pas facile de vivre sans toi, oui, c'est voilà, ça. donc Johnny souffre, Sylvie refait sa vie, elle se marie, Johnny aussi, mais elle se marie avec Tony Scotti en 84, et en 92, c'est ça que vous le faites savoir, sentir dans le livre, il y a un véritable changement. Quand elle retourne en Bulgarie, ce concert à Sofia, devant un public qui ne la connaît pas et qui, elle, finalement, elle ne le connaît pas non plus. Elle change complètement, Sylvie Vartan. C'est un véritable tournant dans sa carrière. Le masque tombe un petit peu, on va dire. Et la réserve qui a toujours été ça, on va dire, c'est une forme de pudeur chez elle, une forme de timidité aussi. Ouais. C'est quelqu'un de très timide. Et je pense aussi cet héritage de peut-être des Bulgares, je ne sais pas, mais en tout cas de ses parents, de savoir être pudique, de ne jamais montrer trop ses sentiments, ses émotions. Et là, en Bulgarie, on découvre effectivement une Sylvie qu'on ne connaissait pas, qui se laisse, qui se lâche, quoi, qui pleure, qui émouvante, touchante, qui reçoit. Ça doit être c'est difficile de trouver les mots pour expliquer comment ça, ce qu'on peut éprouver quand on a été exilé d'un pays à 8 ans et qu'on y retourne à l'âge adulte aussi longtemps après. Et on le voit notamment dans le concert, j'ai vu un extrait où quand Sylvie Vartan chante la Maritza, à un moment elle parle d'un oiseau qui s'appelait Liberté. Non. Il y a des paroles dans la... Les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir. C'est ça, les oiseaux sont partis sur les chemins de l'espoir. Oui. Et au moment où et nous, on les a suivis à Paris. Et quand elle dit, je ne sais plus exactement le passage, il m'est sorti de la tête, mais quand elle parle de liberté, vous avez toute la salle, tout Sofia, toute la salle dans laquelle elle chante, qui applaudit. Ce peuple bulgare la reconnaît immédiatement. Elle fera beaucoup pour lui, d'ailleurs, vous l'expliquez dans votre livre. Mais il adopte et il la reconnaît immédiatement. Le retour ne pouvait se faire pour elle qu'après la chute du mur de Berlin, qu'après la disparition du bloc communiste, en fait. La chute de ce mur qui en a entraîné d'autres par la suite. Mais bon, c'est une autre histoire. Mais elle a pu retourner en Bulgarie à ce moment-là. Elle n'y serait pas retournée sinon. Ouais. Voilà. Il fallait qu'il y ait cette opportunité-là. Et elle est adoptée par ce peuple qui l'a vu naître. C'est ça. Après, ce sera... elle continuera régulièrement de retourner là-bas, d'aller là-bas. Elle créera des amitiés aussi là-bas. Elle adoptera sa fille, Darina. Ouais. Voilà, donc elle ira la chercher à l'orphelinat, à Sofia, en Bulgarie. Elle voulait absolument avoir une fille qui est le même sang bulgare qu'elle, les mêmes origines. Voilà, c'était important pour elle, c'est quelque chose d'essentiel. Les origines, la famille, les parents. Elle est très famille, Sylvie. Pour ça qu'avec Johnny, au bout d'un moment, ça pouvait plus coller. Il lui fallait construire une famille. Elle lui disait, elle le dit, d'ailleurs je me posais la question, au fil de votre livre on comprend que Johnny, ce n'est plus son amour, ça devient un membre de sa famille, un frère. Un enfant même. Un enfant, d'accord. C'était comme mon deuxième enfant, elle disait, après David. Ouais. Parce qu'il fallait le consoler. Johnny, c'est compliqué. Hein. C'est quand même quelqu'un qui a souffert de l'abandon et qui a toujours été en quête d'amour, d'un père, d'une mère. Il lui fallait absolument... lui aussi était en quête d'une famille. Le problème, c'est que
même quand on lui apportait une famille, comme Sylvie l'avait fait avec ses parents, son frère, etc., il était incorrigible, quoi. Il vivait C'était pour la quelqu'un scène aussi. Mm. Et puis c'est ça, oui. La grande histoire de la vie de Johnny Hallyday, c'est la scène et le public. Et ça, je pense qu'il y a peu de, il y a peu de femmes qui l'ont compris. Il fallait accepter ça. Voilà, il fallait accepter ça. Et justement, écoutez, pour ses 50 ans, peut-être l'un des plus beaux duos, il y en a un troisième qui arrivera juste après, cette magnifique chanson. Que tu l'aimes, je sais, tu dis vrai, et pourtant, moi je t'aime bien plus fort en secret. Un matin, quand elle partira, quand tu pleureras, dis-toi bien que tu vivais tes tendres années. Tes tendres années, quelle magnifique chanson pour les 50 ans de Johnny. Alors c'était une chanson des années 60, et Sylvie l'interprète, c'est émouvant. Il y a quelque chose qui se passe dans ce regard. Il y a quelque chose qui se passe dans tout court. C'était le clou de la soirée. Hein. C'est ce Parc des Princes qui est immense, hein, une foule immense. Et tout à coup, Sylvie qui arrive comme ça sur une décapotable, qui traverse le pont de Brooklyn reconstitué, descend. Regardez cette fille-là, c'est ça ? Ok, ouais, il chante, elle est terrible, cette fille-là, elle est terrible, la voiture est terrible, enfin, et donc on voit la voiture et Sylvie descendre à travers un ascenseur translucide dans une robe rouge velours, somptueuse, magnifique, et s'approcher tout doucement de Johnny pour chanter a cappella et tendres années. Tout à coup, un silence de cathédrale dans ce stade, les gens suspendus aux lèvres de Sylvie, et du coup elle aussi tétanisée d'un seul coup, parce que ça doit faire quelque chose, tout à coup ce grand silence, et on sent les gens émus et suspendus comme ça, et donc elle s'est accrochée au regard de Johnny, aux yeux de Johnny, pour tenir le choc. Et on voit tous les deux qu'il y a quand même toute une histoire entre eux quand même. Hein. Et c'est à ce moment-là, on la voit, toute cette histoire-là. C'est l'un des plus elle beaux surgit. moments. Ouais. Mmh. Et oui, 1993. On voit les yeux même de Johnny qui se mouillent un peu, et un petit sourire au coin des lèvres pour ne pas pleurer. Enfin bon, c'est quand même très émouvant. Et c'était aussi un beau souvenir pour Sylvie, puisque vous l'avez écrit dans les années 80 ou fin 70. C'est la première fois que David, Johnny et Sylvie étaient sur scène tous les trois. Et là, ils se retrouvaient dans ce Parc des Princes. Il y a même, je ne sais plus où j'avais lu ça, il était prévu d'une tournée à 3 qui ne s'est jamais faite. C'était la famille Hallyday, parce que c'est le clan Hallyday qui était réuni au Parc des Princes en 93 là. Oui, c'est ça. Et Dieu sait si pour Sylvie c'est important. David, en plus c'est vraiment la prunelle de ses yeux, voilà. Et de le voir chanter avec son père. Et donc ils ont fait un duo avec Mirador, sur Mirador, version franco-anglaise, et ensuite David a accompagné Johnny à la batterie sur Oh ma jolie Sarah, et Sylvie assistait aux répétitions, et on sentait à son regard la fierté et la tendresse pour son fils. Elle était fière que David joue aussi bien, en plus, Ma jolie Sarah avec Johnny. Et quand Johnny est parti en 2017, comment a-t-elle vécu cette disparition? Elle avait déjà perdu son frère Eddie dans les années 2000, sa maman Ilona. Et en 2017, Johnny, c'est le dernier pilier de cette famille des années 60 qui disparaît. Comment elle vit cet événement? Forcément très mal, parce que Johnny faisait partie intégrante de sa famille. Malgré le divorce, et je crois que c'est quelque chose que Tony Scotti a intelligemment intégré, compris.
Tony, c'est quelqu'un de très compréhensif et de très aimant aussi, donc qui a entouré Sylvie de tout son amour, de tout son professionnalisme aussi, puisqu'il a produit ses spectacles après, etc. Mais il savait quand même que il y avait une place importante dans le cœur de Sylvie pour Johnny Hallyday. Il faisait partie de la famille. Donc perdre Johnny, c'était perdre comme peut-être un deuxième frère, ou je ne sais pas comment on pourrait qualifier. Seuls eux peuvent le savoir, remarquez, mais oui. on sent mais qu'il y a quelque c'est vrai que ouais. Elle a fait un spectacle hommage d'ailleurs. Elle a fait un spectacle hommage, elle en a fait deux. Elle en a fait un où elle chantait ses chansons et ensuite elle terminait par un long portrait, une longue séquence de 20 minutes consacrée à Johnny avec des documents filmés, etc., qui étaient très, très émouvants. Et ensuite, elle avait enregistré un disque, un album de chansons de Johnny qu'elle avait repris, qui s'appelait Avec toi, où on la voit d'ailleurs sur la pochette de couverture. Elle a choisi une photo de Jean-Marie Perrier qui avait été faite à Strasbourg en 63, qui reconstitue un petit peu la rencontre, c'est-à-dire Johnny derrière un rideau en train de la regarder chanter sur la scène. Et elle avait fait un spectacle donc entièrement en hommage à Johnny. Je pense qu'elle était quand même très légitime pour le faire en plein marasme, en pleine histoire d'héritage, etc. Je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Ça a dû rendre la douleur encore plus vivace. Oui, voilà, bien sûr. Pour elle. Et surtout qu'il faut absolument pas toucher un cheveu de son fils, de David. Voilà. De David et de Johnny qui a fait partie de sa vie, qui a été plus ou moins travaillé dans ses histoires d'héritage. Avant de se quitter, j'aimerais vous faire écouter un duo qu'elle a fait avec Johnny en 2009. Donc elle a été au Stade de France dans son tour 66, mais lui aussi est venu chanter avec elle. Et je crois que c'est quelques mots qu'ils s'échangent, et puis le début de ce duo résume bien leur relation. Écoutez. Moi, c'est la musique sur laquelle on va chanter, ça. Oui. C'est ça? Mais oui, c'est ça. Mais non, c'est du sérieux. Bah oui, c'est sérieux. L'amour, c'est sérieux. Tu sais. Bon, alors chante. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, que ton corps frémira sous mes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. L'hymne à l'amour, Johnny Sylvie en 2009. Ça en dit long, hein. C'est très émouvant, ça. Ouais, mais c'est le dernier duo qu'ils ont fait ensemble. D'accord. Et Johnny avait failli mourir aussi à cette époque-là. Oui, il en avait rééchappé de justesse. Et ce qui était émouvant aussi, c'est dans la chanson, il y a cette phrase où elle dit si tu meurs, moi je mourrai aussi. Et Johnny fait non avec le doigt comme ça. D'accord. Quand on le revoit aujourd'hui, c'est assez émouvant. Et vous les avez écrit d'ailleurs, Johnny lui dit j'ai mis du temps à venir, mais je suis là à ce moment-là. Ouais. Et oui, mais oui, c'était compliqué aussi. Johnny a eu pas mal de. C'était compliqué pour lui de voir sa fille. Il donnait des rendez-vous à Laura en cachette pour aller manger en tête-à-tête avec elle au restaurant. Donc, j'imagine que pour revoir une ancienne de ses femmes, ça devait être encore plus compliqué. Voilà. Mais effectivement, comme ils font le même métier. C'est la chanson toujours qui les a réunis.
et c'est très bien comme ça. Après le divorce, ils se sont retrouvés. D'ailleurs, ils ont jamais chanté autant ensemble, de duo, qu'après avoir divorcé finalement. Ils se sont revus souvent sur scène. Enfin non, je dis ça, mais ils ont quand même fait des tournées ensemble à l'époque où ils étaient mariés, mais ils ont continué à se revoir régulièrement quand même. Ils ont passé le Noël ensemble. Pour chanter ensemble. L'année du divorce. Oui. Ouais, c'est ça, oui. Et oui, parce que il faisait partie de la famille, voilà. C'était ça. Quand on lui demande, elle dit ça, elle dit que Johnny fera toujours partie de son ciel. Et elle disait que on ne désaime pas, on aime autrement, mais quand on a aimé quelqu'un, on ne le désaime pas. C'est très beau. Ouais. En tout cas, vous lui rendez bien hommage à Johnny, mais aussi à Sylvie, bien sûr, dans ce livre que je vous remontre, Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, une biographie hommage aux éditions Mareuil par Frédéric Quino-Nero. Voilà, une grande chanteuse qui va tirer sa révérence à la fin de l'année, et ça se poursuivra jusqu'en 2025. Novembre. Oui, il y a des prolongations. Alors, c'est au Palais des Sports, au Dôme de Paris, donc en novembre 2024, et elle refait des prolongations ensuite en début 2025 au Palais des Congrès. Voilà. Alors, on peut penser qu'elle va boucler la boucle. Enfin, moi, je le souhaite, par là où tout a commencé, c'est-à-dire à l'Olympia. Ah. Voilà, donc ça serait bien. Un Olympia. Elle fait les choses à rebrousse-poil, Dôme de Paris, Palais des Sports, donc Palais des Congrès, Olympia. Olympia en intimité. En intimité de 2500 places ou 2000 et quelques places, ouais. Oui, un petit comme ça, une petite bonbonnière pour être, comme elle dit, plus près des yeux, plus près du cœur. Voilà. En tout cas, merci Frédéric Quino-Nero d'avoir répondu à ces quelques questions, d'avoir partagé la vie de Sylvie Vartan dans votre ouvrage et avec nous aujourd'hui sur Mélodie Radio. Merci à vous. Allez, on se quitte d'ailleurs sur un peu d'instrumental. Une petite chanson de Sylvie Vartan. À très bientôt sur Mélodie.